Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis François Jérôme. François le prénom, Jérôme le nom de famille. Je précise parce que souvent on fait la confusion. Donc, moi, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis basé à Poitiers. Alors, moi, je suis un chimiste. Donc, je vais vous donner ma vision un petit peu sur la partie biomasse en tant que chimiste. Et la première chose, avant de commencer, c'est suite aux différents commentaires que j'ai entendus tout à l'heure. Effectivement, il y a un mot qui revient souvent qui est la décarbonation. Et alors nous, chimistes, on l'abandonne complètement ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chimie, elle est carbonée et elle restera carbonée. On a parlé de biomasse, c'est du méthane derrière, on parlait de méthanisation, c'est du carbone. Alors attention, parce que quand le grand public s'en empare et qu'on leur vend de la chimie décarbonée, qu'ils réalisent au bout d'un moment que finalement, cette chimie, elle a toujours du carbone. Donc nous, on évite ce terme, on parle plutôt de défossilisation. Plutôt que, alors le terme n'est peut-être pas très joli, mais c'est plus juste que de la décarbonation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc je viens de Poitiers, je vais vous parler un petit peu de chimie. Alors que je vois, voilà. Alors bon, ça, je vais passer vite fait. Je pense que vous connaissez tous. Hein. On est de plus en plus nombreux sur la planète. Il y a deux conséquences non discutables aujourd'hui. La première, c'est qu'on libère beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère, avec les conséquences que vous connaissez toutes et tous. Et puis le deuxième problème, qui est aussi l'impact environnemental de notre société, bien évidemment sur la planète, avec les problèmes de déforestation, d'érosion de la biodiversité, etc., etc. Donc en fait, quand on regarde, eh bien, on dit que depuis les années 1950, on est rentré dans une nouvelle ère qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Et c'est quoi cette ère? Eh bien, c'est qu'en fait, c'est le moment à partir duquel où l'homme a réellement un impact sur les périodes, je dirais, géologiques de la planète. Donc, quand on regarde un petit peu le problème, on a un problème si on regarde en termes d'émissions de CO2, c'est qu'on a une industrie chimique notamment qui est exclusivement et majoritairement basée sur l'utilisation du carbone. Donc, d'où vient ce carbone? Il vient de ressources fossiles, on en a discuté, pétrole, charbon, gaz naturel. Et là, il est vraiment important de distinguer deux scénarios. On parlait tout à l'heure de disponibilité de biomasse, etc. Je vais essayer de vous montrer quelques tonnage aussi de l'industrie pour mettre en regard. Donc sur le carbone fossile, vous avez aujourd'hui 85 à 90% de ce carbone fossile qui part vers l'énergie. L'énergie, ce sont les carburants, l'électricité, la chaleur. Alors l'électricité, c'est un petit peu moins vrai en France parce qu'il y a un parc de centrales nucléaires développé, mais bon, au niveau de la planète, mondialement, on produit aussi de l'électricité à partir de ressources fossiles. Et puis vous avez les 10-15% qui restent, mais qui sont utilisés par l'industrie chimique pour produire un petit peu les produits de la vie de tous les jours, les coques de téléphone portable, vos chaussures, les médicaments, etc., etc. Donc la grande question aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que je peux substituer ces ressources fossiles par des ressources renouvelables? Alors, il y en a plusieurs, on parlait de biomasse, de déchets de plastique, de biogaz, etc., etc. Donc on va considérer deux scénarios. Je vais commencer très vite, parce que en fait, c'est le problème aujourd'hui, on l'aura bien senti aujourd'hui, le problème de l'énergie. Le problème de l'énergie, donc on retient bien, c'est 85 à 90%. Donc si on prend quelques chiffres, alors ces chiffres-là sont plus trop d'actualité, mais ce n'est pas grave, ça ne va pas changer ma conclusion. Si on prend quelques chiffres, on regarde tout ce qui est stocké par la photosynthèse, c'est à peu près 79 gigatonnes équivalent pétrole. Si on regarde la consommation mondiale d'énergie, alors ça c'est plus bon, hein. À l'époque elle était de 12 gigatonnes équivalent pétrole par an, ça augmente tous les ans, et puis on mange à peu près 2 gigatonnes équivalent pétrole. Donc si on fait une équation relativement simple, hein, pas besoin d'avoir fait centrale Supélec pour faire ça, si on fait 12 plus 2 ça fait 14, donc ça veut dire qu'en théorie, quand on prend juste ces chiffres bruts comme ça, on a assez de biomasse pour faire de l'énergie, des produits chimiques et manger. Alors évidemment si je vous dis ça c'est qu'il y a un mais. Il y a un gros mais. Alors, le premier, bien évidemment, c'est l'accessibilité des ressources, qui est un gros problème. Mais il y a deux autres problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, si on regarde la nature, elle était quand même assez sympa, c'est-à-dire que tout ce qui était gaz et pétrole sont localisés. C'est-à-dire qu'on parle de poches de gaz, on parle de nappes de pétrole. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les chimistes? On est venu mettre une raffinerie en surface de ces nappes, on a pompé les hydrocarbures et on transforme. Si on regarde maintenant, on fait le pendant avec ce qu'on appelle des bioraffineries, c'est-à-dire basées sur l'utilisation par exemple de déchets végétaux, le problème c'est que ces végétaux ils sont dispersés un petit peu partout, donc il faut aller les ramasser et les transporter. Et le transport de cette biomasse, ça coûte relativement cher. Et bien souvent, le fait de transporter cette biomasse en termes de coût, déjà, vous n'êtes déjà plus rentable déjà avant de commencer à faire quoi que ce soit.
Le deuxième problème que l'on a, et on l'a vu aujourd'hui, c'est un problème technologique. C'est-à-dire que la chimie, elle s'est développée sur une centaine d'années autour du carbone fossile, ça a pris du temps. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas transposer directement ces technologies du carbone fossile, par exemple à l'utilisation de déchets végétaux, ça prend du temps. Alors on peut prendre un exemple simple pour vous illustrer ça. Le prix de l'essence, ou du gasoil d'ailleurs à peu près pareil, sorti de raffinerie, à peu près 40 centimes d'euros du litre. Alors vous ne payez pas ce prix-là, je vous laisse calculer les taxes qui sont rajoutées lorsque vous allez faire votre plein. Si on prend l'éthanol, qui est fait par fermentation des sucres, c'est entre 1 et 1,20 € du litre. D'accord ? Alors bien évidemment, vous voyez bien qu'ici le problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de produire un éthanol à un coût compétitif. Ça veut dire que l'éthanol qu'on a aujourd'hui dans nos stations essence, il est là parce qu'il est défiscalisé. D'accord ? Donc, bien évidemment, et en plus, il y a un autre truc, c'est qu'en attention, quand on prend une molécule de glucose qu'on transforme en éthanol, on perd aussi 2 molécules de carbone en CO2. Il ne faut pas l'oublier, en fait, on fait 2 molécules d'éthanol avec une molécule de glucose. Donc, en fait, on a un gros problème. Et c'est le message que je vais essayer de faire passer aujourd'hui, c'est qu'on a un problème aujourd'hui, c'est que les technologies ne sont pas encore matures pour aller transformer l'ensemble de ces végétaux. Donc, je dirais que dans le domaine de l'énergie, aujourd'hui, la biomasse risque d'être restreinte à des petites unités de production, donc des méthanations, très bien, pour des exploitations agricoles, voire pour substituer certains carburants, comme a été présenté tout à l'heure, en attendant, je dirais que d'autres technologies plus matures arrivent. Mais je pense qu'aujourd'hui, raisonnablement, la biomasse, elle sera un acteur, c'est sûr, mais probablement pas le plus gros acteur dans le domaine de l'énergie. Quand on regarde dans l'énergie, si on focalise sur l'électricité, probablement, et on l'a vu cet après-midi, probablement que l'éolien, le solaire, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, seront des acteurs relativement importants, même si d'un point de vue technologique également, il y a encore de grosses attentes derrière. Alors moi, j'ai plutôt focalisé cette fois-ci sur la partie chimie, c'est-à-dire les 10-15% qui restent. Parce que là, bien évidemment, on n'est plus du tout dans les mêmes tonnages, donc on change un petit peu la donne. Cette fois-ci, dans la partie chimie, il faut aussi revenir et re-regarder ce que c'est qu'aujourd'hui l'industrie chimique. D'accord ? L'industrie chimique, je vous le disais tout à l'heure, consomme à peu près 10% de ressources de carbone fossile en tant que matière première et 7% en tant qu'énergie pour transformer cette matière première. Alors, grosso modo, la chimie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de l'ammoniac, on en a parlé tout à l'heure, 360 millions de tonnes par an. D'accord ? Elle fait du méthanol, un peu plus de 200 millions de tonnes par an. Et elle fait 400 millions de tonnes par an de deux composés qui sont à la base aujourd'hui de l'industrie chimique, que sont des oléfines qu'on appelle et des aromatiques. Donc grosso modo, l'industrie chimique, c'est pratiquement 1 milliard de tonnes de produits chimiques par an. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces deux composés ? On fait, on fait majoritairement des polymères, 90%. Donc on les retrouve, les revêtements de sol, les coques de téléphone, ça, etc. Et puis les 10% qui restent, bien, ce sont par exemple des détergents, des cosmétiques, des médicaments, etc., etc. Si je regarde en termes de bilan CO2 l'industrie chimique, ce n'est pas le plus mauvais élève. D'accord ? Elle ne contribue qu'à, bien évidemment, entre guillemets, 5% des émissions globales de CO2. Ça veut dire que si je regarde, si je fais un bilan carbone sur les produits chimiques, on produit en moyenne entre 1 et 2,5 kg de CO2 par kilogramme de produit. Donc si je vais être un petit peu provocateur, je dirais que la chimie a produit majoritairement du CO2. D'accord ? Bon, quand je vous disais que ce n'est pas le pire acteur, je me suis amusé, comme j'ai vu qu'il y avait des choses un petit peu sur l'alimentaire, à comparer en fait en termes de bilan CO2. Pourquoi je vous montre ça ? Je vais le détruire tout de suite, ce transparent. C'est juste pour vous dire en fait quel est le problème aujourd'hui, c'est que la chimie basée sur le fossile est une chimie extrêmement optimisée, d'accord ? Y compris en termes d'émissions de CO2. C'est ce qui nous pose aujourd'hui problème pour être compétitif. Donc vous regardez ici les bilans qu'on a vus tout à l'heure, CO2 sur différentes sources alimentaires, la chimie, le message, vous voyez, on se retrouve, on est tout en bas, c'est-à-dire qu'en termes de bilan CO2, on est au niveau des tomates, des lentilles, etc. Alors bien évidemment, il faut faire quelque chose parce que les volumes sont complètement différents, d'accord ? Donc il faut faire deux choses. La première chose, la raison, c'est qu'en fait le marché de la chimie, il croît à un rythme moyen de 3% par an, il suit la demande. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, naturellement, ces émissions de CO2 elles vont grandir. Et puis, depuis les accords de Paris, vous avez des taxes sur les émissions de CO2, on en a parlé un petit peu tout à l'heure.
qui sont de plus en plus élevés dans le temps. Donc une entreprise qui ne fait rien, ben, naturellement, elle va voir le prix de ses produits chimiques augmenter. Donc là, vous avez une incitation politique à essayer d'avoir des procédés un petit peu plus respectueux, enfin du moins moins émetteurs en termes de CO2. Alors les grandes stratégies actuelles qu'on va retrouver dans le domaine de la chimie, donc ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est soutenu notamment par le grand projet France 2030. Donc qu'est-ce qu'on voit? Vous avez des technologies, on en a parlé aujourd'hui un petit peu sur tout ce qui est capture du CO2, pour essayer d'enlever un maximum de CO2 issus notamment par exemple des aciéries en sortie des process. Tout ce qui est électrification, et ça pousse énormément sur tout ce qui est, je dirais, solaire, éolien. Vous avez tout ce qui est recyclage, on le voit nous, chez nous, hein, on recycle de plus en plus, donc essayer de repousser le stade ultime au moment où finalement eh bien, le matériau ou le produit chimique, on va le brûler. Vous avez énormément de projets sur la recherche de nouvelles technologies, je vais en dire un mot un petit peu tout à l'heure, donc des technologies qui vont être plus économes en eau, en atomes, en énergie, etc. Et puis vous avez ces fameuses ressources renouvelables, où là, il y a énormément de projets sur cet aspect-là. La question de se dire, est-ce qu'on peut refaire de la chimie avec ces ressources renouvelables? Alors l'histoire, elle a commencé, je dirais, il y a déjà assez longtemps, je dirais, dans les premiers projets, date des années 70, 75. Et en fait, je dirais que l'histoire, elle redémarre. Hein. On redécouvre aujourd'hui la biomasse. Et elle a redémarré avec les huiles végétales. Et ça, il y a une raison bien simple à ça. C'est que lorsqu'on regarde la structure d'une huile végétale, vous reconnaissez ici, pour ceux qui ont fait un petit peu de chimie, ce sont des hydrocarbures. C'est-à-dire c'est majoritairement du carbone et de l'hydrogène. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez des structures en termes de molécules qui sont finalement assez proches de ce qu'on peut retrouver dans des hydrocarbures fossiles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut assez facilement mettre ces huiles en substitution ou en mélange avec certains hydrocarbures fossiles, finalement sans grand changement de technologie. Pour cette raison, vous avez sûrement entendu parler il y a quelques années où on disait qu'on pouvait mettre directement, alors ne le faites pas sur les nouveaux moteurs HDI, sur les anciens moteurs diesel où on pouvait mettre directement des huiles végétales dans les moteurs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment des structures qui sont assez proches, ce qui fait que finalement, sans grand changement de technologie, on peut finalement adapter le véhicule. Généralement, ce qu'on fait, on enlève cette partie-là, en fait, qui est la partie glycérol, qui donne un petit peu de la viscosité aux huiles et qui peut éventuellement conduire aux huiles à geler dans vos moteurs, ce qu'on veut bien évidemment éviter. Alors si je regarde, puisqu'on parlait un petit peu ressources tout à l'heure, si je regarde ces huiles, et je vais rajouter aussi les sucres dont on a parlé tout à l'heure, les sucres d'origine alimentaire, donc issus de betterave, issus de sirop de maïs, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a une production globale à peu près estimée à 3-4 gigatonnes par an. Alors ça, c'est un chiffre que j'avais repris, vous me direz si ce chiffre est correct ou pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on estime qu'on peut détourner à peu près 2% pour aller faire de la chimie, sans bien évidemment impacter l'équilibre alimentaire non alimentaire. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre des huiles, faire des produits chimiques et que vous ne puissiez plus manger. Donc si on prend ces 2%, eh bien, on peut fabriquer, vous voyez, sur 20-25 ans, hein, ça prend du temps, entre 60 et 80 millions de tonnes, ça c'est les projections par an de produits chimiques. Donc vous voyez qu'on est très loin, en fait, du milliard de tonnes de produits chimiques que je vous parlais tout à l'heure avec la chimie. Alors la grande question aujourd'hui, on l'a vu également aujourd'hui, c'est finalement, et les déchets? Est-ce que finalement les déchets qu'on ne mange pas peuvent également potentiellement devenir des sources de matières premières? Alors parmi ces déchets, alors là encore c'est un petit peu l'inconvénient de passer en fin de journée, on les a déjà vus passer, donc je vais aller assez vite là-dessus. Vous avez différents déchets. Vous avez des déchets de la forêt, par exemple des écorces ou de la sciure de bois. Vous avez des déchets du bois, vous avez des déchets de l'agriculture, vous avez des déchets, on n'en parle pas beaucoup, regardez les volumes, hein, ça c'est une aberration totale. On a une production de déchets alimentaires qui est gigantesque, d'accord, alors qui est envoyée aujourd'hui en compost, etc., mais c'est le premier déchet aujourd'hui. Et cette biomasse, elle est intéressante parce que ce qu'on appelle un petit peu de la biomasse lignocellulosique, parce qu'en fait, elle est composée, grosso modo, de 3 principaux constituants. Vous avez la lignine, qui a été discutée hier soir un petit peu, j'ai une question sur la lignine, et puis vous avez 2 polymères, qu'on appelle les hémicelluloses et la cellulose, qui sont des polymères de sucre. Ça veut dire qu'en tant que chimiste, moi, si je regarde un arbre dehors, qu'est-ce que je vois? Je vois à peu près 75% de sucre. D'accord?
avec la question, c'est de se dire, finalement, avec ce sucre, est-ce que je ne peux pas refaire de la chimie? D'accord? Alors, il y a d'autres. Alors, voilà les trois polymères dont je vous parlais. Donc, je ne vais pas faire de chimie aujourd'hui, mais vous avez le polymère ici de lignine qui est un polymère de composés aromatiques. Et puis, vous avez ici les deux polymères de sucre, essentiellement les hémicelluloses qui sont riches en glucose et xylose, et la cellulose que vous retrouvez dans le papier qui est riche en glucose. Donc, c'est les principaux sucres qu'on va retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça a été présenté un petit peu tout à l'heure. Quand on envoie ça dans une bioraffinerie, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de séparer les différents constituants. Là, l'IFPEN connaît bien ces procédés-là. Donc, on peut faire des procédés de pré-traitement, de fractionnement. On peut sortir quelques extractibles qui sont des molécules de très haute valeur ajoutée, qui ont leur marché. Et on va séparer la lignine. Aujourd'hui, je vous avoue, on ne sait pas trop quoi faire avec la lignine. Donc, généralement, l'option, c'est de la brûler ici pour fournir un petit peu d'énergie au système. Par contre, on récupère les deux sucres, hémicellulose, cellulose, qu'on hydrolyse pour obtenir des jus sucrés et essayer de faire de la chimie à partir de ces jus sucrés. Alors, est-ce qu'on sait faire? Alors, au niveau académique, je vais vous dire oui. On est capable de faire pléthore de produits chimiques à partir des sucres. Vous avez, je ne sais pas, j'ai dit une bêtise, mais des milliers d'articles par jour autour de la conversion de la biomasse en différents produits chimiques, que ce soit des procédés fermentaires, catalytiques, thermiques, ce que vous voulez. Là où ça se complique, c'est lorsque vous regardez le nombre d'exemples qui vont atteindre l'échelle industrielle. Et ici, sur ce graphe, donc ça, c'était des données de la Commission européenne. Ici, sur ce graphe, vous avez l'échelle de maturité des procédés. Donc j'ai dit au niveau académique, énormément, une littérature très foisonnante, mais quand on arrive au niveau industriel, finalement, on commence à compter sur les doigts de la main vraiment les réalisations industrielles. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, bien évidemment, c'est qu'il faut trouver des déchets de biomasse pour faire cette chimie. Ça, c'en est une. Le deuxième, c'est qu'on a du mal aussi à se rapprocher des spécifications industrielles avec les technologies actuelles. Vous allez vite comprendre le problème. Si vous cuisinez avec du sucre, vous voyez que quand vous commencez à évaporer de l'eau, qu'est-ce que vous formez? Vous formez pas mal de caramel. Donc, alors ça, c'est notre cauchemar. Imaginez que si vous faites du caramel dans un réacteur de 10 mètres cubes, c'est une catastrophe. Donc, pour éviter de faire du caramel, alors le caramel, c'est quoi? C'est les molécules de sucre qui viennent, grosso modo, s'associer les unes aux autres. Donc, pour éviter ça en cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On remet de l'eau. Tout pendant qu'il y a de l'eau, je dirais que la probabilité de contact entre les sucres est relativement faible, donc vous ne faites pas de caramel. C'est pour ça qu'on élimine l'eau quand on veut faire du caramel. Nous, en chimie, on utilise ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt rajouter beaucoup d'eau. C'est-à-dire éviter de former ce caramel. Alors ça marche bien. Vous ne faites plus de caramel. Vous faites les produits que vous voulez. Mais par contre, lorsque vous êtes en fin de réaction, si je prends un réacteur qui fait la taille de cette pièce et que je lui mets 3 morceaux de sucre, et que je dis « OK, j'ai transformé mes 3 morceaux de sucre », qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous éliminez majoritairement de l'eau. Et éliminer de l'eau, et c'est le gros problème aujourd'hui qu'on a dans les procédés en chimie, c'est que ça coûte très cher. Et il faut beaucoup d'énergie. Et cette énergie aujourd'hui, elle est d'origine fossile. Ça veut dire que de l'autre côté, le CO2 que vous absorbez, vous émettez de l'autre côté parce que vous utilisez des quantités gigantesques d'énergie fossile pour éliminer cette eau. Donc la grande question aujourd'hui qu'on a là-dedans, c'est finalement comment est-ce qu'on va être capable de convertir sélectivement, bien évidemment, c'est extrêmement important, il ne faut pas faire des choses proprement, mais des solutions beaucoup plus concentrées de biomasse. Ça, c'est compliqué à faire. Le deuxième impact, je vous ai dit, puisqu'on parle de bilan CO2, je vous ai dit tout à l'heure, on a finalement des procédés qui sont extrêmement énergivores. Alors, regardons ce que ça donne sur les bilans CO2. Finalement, est-ce que mes molécules biosourcées sont plus intéressantes en termes de bilan CO2 que des molécules pétrosourcées? Alors, je parle à la date d'aujourd'hui, par rapport à des molécules pétrosourcées. Donc, vous avez un graphe ici qui avait été publié par Jean-Paul Lange, qui est anciennement de chez Shell, qu'on avait mentionné tout à l'heure, et qui est parti, qui a une chaire aujourd'hui, qui est prof en Hollande. Et il avait un graphe qui est extrêmement intéressant. Et en fait, alors, retenez pas les petits acronymes. Les acronymes, là, c'est des noms de produits chimiques. Retenez pas. Ce qui est intéressant ici, c'est sur l'axe des X, vous avez la tonne de CO2 émise par tonne de produit si vous faites ce produit par voie fossile. Et puis en ordonnée, vous avez la même chose, donc la tonne de CO2 émise par tonne de produit, si vous formez le même produit, mais par, disons, on va dire, par voie biosourcée. Alors, le but du jeu, bien évidemment, c'est d'être en dessous de cette ligne. Alors, si on prend le cas de SA, qui est l'acide succinique, vous voyez qu'on n'est pas loin de 7 tonnes de CO2 par 7 tonnes de produit par une voie fossile.
Si je le fais par voie biosourcée, je suis à peu près un petit peu au-dessus, je ne vous peux très bien ici, ou aux alentours de 2 tonnes de CO2 par tonne de produit. Bon, ça c'est intéressant. 2 messages importants auxquels il faut faire extrêmement attention là-dessus. Le premier, et on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça dépend bien évidemment de l'origine du sourcing. C'est-à-dire que si vous partez de sucre de canne et que vous allez vers du sirop de maïs, vous voyez que les bilans CO2 ne sont plus les mêmes. Vous avez même des produits comme le ADA ici, qui est l'acide adipique, où vous avez des produits finalement biosourcés qui deviennent moins intéressants en termes de bilan CO2 qu'un produit qui va être fabriqué à partir de pétro. D'accord ? Le deuxième message, c'est de dire que finalement, bon, globalement, et c'est le côté positif des choses quand même, c'est que globalement, les produits biosourcés sont plutôt positifs en termes de bilan CO2. D'accord ? Par contre, je dirais le bénéfice en termes de bilan CO2, il n'est pas si important que ça. D'accord ? Pourquoi ? Vous l'aurez compris, parce qu'en fait, d'un côté, on va aller capter du CO2 de l'atmosphère issu des plantes, etc., dans les produits. Mais de l'autre côté, je vous ai dit tout à l'heure, on a besoin de beaucoup d'énergie pour aller transformer ces molécules. Et donc, de l'autre côté, comme c'est de l'énergie fossile, on émet beaucoup de CO2. Donc, quand vous faites le bilan total, vous apercevez que les produits biosourcés, aujourd'hui, sont tout juste rentables d'un point de vue bilan CO2. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'aller travailler sur les technologies pour avoir des procédés qui vont être beaucoup moins énergivores. Le deuxième message, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'attention par rapport à ce qu'on peut entendre assez souvent, c'est un produit biosourcé, qui n'est en aucun cas un produit durable. Ça, il faut le démontrer. C'est-à-dire qu'il faut analyser l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout à l'heure, j'ai entendu parler, je ne sais plus qui, d'analyse de cycle de vie. Il faut le faire. C'est-à-dire, est-ce que de l'autre côté de la planète, je n'exploite pas des hommes, des enfants, est-ce que je conduis à pas de la déforestation, l'érosion de la biodiversité, etc., jusqu'au processus de transformation de ces molécules biosourcées, qui doit être le plus vertueux possible, et jusqu'à la fin de vie. Est-ce que le produit part dans l'environnement, à ce moment-là, il faut qu'il soit biodégradable, ou est-ce que je le récupère, parce que justement, je ne veux pas qu'il soit biodégradable, je veux le recycler. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire l'analyse de cycle de vie complète. Vous pouvez avoir parfois quelques petites surprises. Alors, en termes de technologie, pourquoi c'est compliqué aujourd'hui ? Parce qu'en fait, il faut un petit peu laisser le temps au temps. Alors, on ne peut pas comme ça demander à la chimie qui s'est développée sur 100-150 ans de tout switcher comme ça en l'espace de 10-15 ans et de se débarrasser du fossile. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la chimie, elle s'est développée, vous l'aurez compris, sur le carbone fossile. C'est-à-dire que le carbone fossile, c'est essentiellement des molécules de faible degré d'oxydation. Grosso modo, c'est du carbone et de l'hydrogène. Donc tout l'enjeu de la chimie pendant des années, ça a été quoi ? Ça a été d'oxyder un petit peu cette matière première pour créer de la complexité moléculaire, donc amener différentes propriétés qui vous servent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Donc plus vous allez oxyder ce carbone fossile, plus vous allez avoir des étapes et donc des coûts de production qui vont augmenter, mais par contre, plus vous allez aller vers de la complexité moléculaire, je perds le point, si vous le voyez, plus vous allez vers la complexité moléculaire et plus vous allez vers des molécules élaborées, donc des molécules qui ont une valeur ajoutée de plus en plus élevée. Grosso modo, les carburants carbone-hydrogène, vous êtes ici tout en bas. Je pense qu'il doit fatiguer un peu. Vous êtes carbone-hydrogène, carburant, vous êtes ici, les médicaments, vous êtes en haut. D'accord ? Donc on n'achète pas un médicament au même prix que le carburant. D'accord ? Maintenant, quand on prend de la biomasse, le problème qu'on a en chimie, c'est que cette biomasse, elle contient beaucoup d'oxygène et contient beaucoup d'azote. Ça veut dire que si je veux me rapprocher d'un produit pétro-identique, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir travailler en sens inverse. C'est-à-dire plutôt que d'oxyder, je vais devoir réduire. C'est-à-dire que je vais devoir enlever de l'oxygène, je vais devoir enlever de l'azote. Plus j'en enlève, plus j'ai des étapes, plus j'ai des coûts de production qui augmentent. Mais à l'inverse, au lieu d'aller vers la complexité, plus je simplifie la molécule. Donc en fait, plus je vais vers des molécules de plus en plus faible valeur ajoutée. Donc le message que je veux vous faire passer, en chimie du moins, si vous voulez faire une chimie qui soit la plus économique possible, vous avez plutôt intérêt à rester au plus proche de la structure de la biomasse et garder au maximum l'oxygène et l'azote qui est présent dans la biomasse. Alors voilà un exemple, par exemple, de graphe qui illustre un petit peu ce que je vous dis. En ordonnée, vous avez le prix de marché des molécules, et puis en abscisse, vous avez la teneur en oxygène et en azote. Et on voit très bien ici que lorsque la teneur en oxygène et en azote augmente, et vous voyez que la valeur ajoutée, je dirais, des produits augmente. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait sens aujourd'hui
les produits chimiques qu'on voit qui sont sur le marché à partir de biomasse, ce sont des composés oxygénés, des petits alcools, des acides carboxyliques, voilà, des molécules dans lesquelles on va garder quand même une partie de l'oxygène de la biomasse. Et puis, peut-être pour les étudiants plus qui sont dans la salle, vous avez un moyen technique assez rapide. Alors ça m'avait été donné par un industriel et j'avais trouvé ça assez marrant. C'est de faire quelques petits calculs, mais très naïfs, avant de commencer déjà les manips. Par exemple, il y a une équation qui paraît forcément évidente, mais encore faut-il la prendre en compte, c'est que le prix du produit que vous allez mettre sur le marché, à minima du minima, sans parler d'investissement, de salaire, etc., il doit être au moins inférieur au prix de la matière première, plus 200. Alors 200, c'est quoi? C'est une constante qui correspond au coût d'une transformation d'une étape en chimie. D'accord? Multiplié par le nombre d'étapes. D'accord? Donc si vous ne respectez pas ça, c'est compliqué. Si vous prenez un glucose à 300 $ la tonne et que vous regardez, vous voyez que vous avez des produits qui s'illuminent en vert. C'est-à-dire que déjà avant de commencer, déjà sur le papier, on retrouve finalement que ça peut faire sens d'aller faire des produits oxygénés comme de l'éthylène-glycol, de l'acide acétique, de l'acide acrylique à partir de ce glucose. Par contre, si vous voulez complètement réduire, aller faire du benzène, de l'éthylène, voire de l'hydrogène, vous voyez qu'à partir d'un glucose à 300 $ la tonne, même avant de commencer les manips, économiquement, ça ne va pas passer. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Ça veut dire que dans ce cas-là, vous avez deux leviers. Soit vous changez la matière première, et c'est ce qui se passe, bien évidemment. On ne produit pas aujourd'hui, enfin on n'essaye pas de produire l'hydrogène à partir du glucose, mais on part directement du sourcing, c'est-à-dire de biomasse lignocellulosique. On garde dans l'esprit que là, cette fois-ci, il va y avoir de la covalorisation à faire, parce qu'on a d'autres coproduits à côté. Ou alors, vous essayez de baisser le coût d'une étape, mais alors là, je vous souhaite bonne chance, parce que là, pour faire mieux aujourd'hui que ce qui est fait actuellement, c'est très très compliqué. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, je dis bien aujourd'hui, il faut laisser le temps à la science d'avancer, c'est que les coûts de production des molécules biosourcées sont nettement supérieurs à celles des molécules pétrosourcées. Donc si on regarde le marché de la chimie européen, alors je suis désolé, ce sont les chiffres de 2019, je n'ai pas réussi à trouver, je ne sais pas pourquoi, les chiffres plus récents. Vous avez ici la part de la production européenne biosourcée, vous avez la part de la production européenne totale, et vous avez la part ici du biosourcé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement le taux de pénétration des molécules biosourcées dans l'industrie chimique, elle reste faible, elle est de 3%. Pourquoi? Pour la même raison que je vous disais, parce qu'en fait on a des coûts de production qui sont importants, et vous et moi on n'est pas prêts par exemple de payer un téléphone portable qui est déjà très cher, le payer le double parce qu'il est complètement biosourcé. D'accord? Il y a un petit bémol à ça, c'est que bien évidemment ça dépend quand même des secteurs. Vous avez des secteurs, par exemple, comme la cosmétique, la détergence ou les peintures, où là, vous avez un taux de pénétration des molécules biosourcées qui sont beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce qu'on a des tonnages qui sont plus petits, c'est-à-dire qu'en termes d'approvisionnement de biomasse, on n'est plus du tout sur les mêmes gisements de biomasse. Deux, on a une valeur ajoutée de produits qui est beaucoup plus importante, qui permet d'absorber quand même une partie, je dirais, du surcoût lié au coût de production. Troisièmement, vous avez quand même le consommateur. Alors, on va voir, parfois il est un peu dupé, mais le consommateur qui est très friand de molécules biosourcées. D'accord? Et puis, ce sont aussi des marchés qui sont très très proches du consommateur, c'est-à-dire que c'est aussi des marchés où vous avez des législations très strictes qui vont du jour au lendemain bannir l'utilisation de produits pétrosourcés. Et là, vous n'avez pas le choix que de mettre du biosourcé. Mais retenez globalement quand même que dans la chimie, c'est uniquement à peu près 3% de taux de substitution. Alors c'est un petit peu plus aujourd'hui, mais honnêtement, ce n'est pas beaucoup plus. Alors quels sont les marchés aujourd'hui qui drivent cette chimie biosourcée? Eh bien, on en a vu un tout de suite, juste avant moi, la construction, qui tire beaucoup le marché du biosourcé. Vous avez l'automobile, avec notamment des tableaux de bord dans les voitures qui sont faits avec des polymères issus d'huile végétale, des choses comme ça. Le packaging, qui est très très friand, notamment de tout ce qui est polymère de sucre, pour refaire... Alors là, ce qui est recherché beaucoup dans le packaging, c'est la biodégradabilité derrière. La détergence et la cosmétique qui drivent aussi énormément. Donc vous voyez quand même une chimie avec une valeur ajoutée relativement importante. Alors si on prend quelques chiffres en chimie, alors ça a été tiré de l'association Chimie du végétal, c'est un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, dans l'industrie chimique, on a à peu près 11% de matières premières biosourcées. D'accord? On a du mal à avoir un petit peu plus pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Et on a un taux de croissance aux alentours de 5%, c'est-à-dire un petit peu mieux que globalement le marché de la chimie,
avec des projections qui sont données à peu près à 15% en 2035. Alors, en termes de recherche, bien évidemment, ça bouge énormément. Il y a énormément d'appels à projets pour repenser un petit peu les procédés dans ce domaine de la biomasse. On va retrouver 4 piliers, notamment vous avez un gros projet financé par France 2030 qui est piloté par l'IFPEN et l'INRAE autour de cette biomasse. Et on retrouve 4 grands piliers. Le premier, c'est une meilleure compréhension finalement de comment la nature elle a fabriqué cette biomasse. C'est vraiment extrêmement important pour comprendre ensuite comment on va pouvoir l'utiliser, comment est-ce qu'on peut la déconstruire. Il y a une meilleure connaissance des systèmes biologiques. Ça, c'est pour tous les collègues qui travaillent dans le domaine des biotechnologies, qui se développent énormément à côté de cette biomasse, parce que les biotech sont quand même capables de faire, je dirais, des frappes chirurgicales sur des molécules très très complexes, parce qu'on a beaucoup plus de mal à faire, nous, avec des catalyseurs plutôt chimiques. Alors là, nous, on est beaucoup plus impliqués là-dedans, c'est la recherche de nouvelles technologies. On sait pertinemment que les technologies qu'on a développées pour l'utilisation du carbone fossile, on ne pourra pas les utiliser pour l'utilisation de biomasse, par exemple. Et puis là, c'est aussi le développement de nouveaux outils, on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, qui permet quand même de dérisquer certains projets et d'accélérer un petit peu l'émergence de produits biosourcés sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on fait en termes de technologie? On est face aujourd'hui à un paradigme, mais je suis sûr que la jeune génération qui est dans la salle, vous allez être les témoins d'un changement assez important en chimie. On essaye de repenser un petit peu les modes d'activation des molécules. Qu'est-ce qu'on a fait pendant de nombreuses années? On a fait ce qu'on appelle de l'activation chimique. Quand vous êtes chimiste, l'enjeu, c'est de passer des barrières d'activation. Donc, il faut de l'énergie. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de l'énergie, on utilise des catalyseurs pour baisser un petit peu cette barrière d'énergie. On utilise aussi des catalyseurs pour contrôler un peu la sélectivité des réactions. La nature, elle fait les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'elle va plutôt miser sur la fabrication d'espèces extrêmement actives. Donc, ça va être quoi? Ça va être des électrons, des ions, des radicaux, des photons, d'accord, qui sont des espèces tellement actives et tellement réactives qu'elles sont capables finalement de faire des réactions où il n'y a pratiquement plus de barrière d'énergie. C'est-à-dire que la réaction, elle est quasiment instantanée. Alors, il faut contrôler ça. Alors, la nature, elle prend le temps de le contrôler, d'accord? Nous, en chimie, malheureusement, le temps, on ne l'a pas beaucoup. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce qui se passe. On peut retrouver des activations, par exemple, dans l'espace, qui peuvent être électriques ou des champs magnétiques. C'est typiquement ce qui est utilisé. Comme ça, on retrouve dans l'espace quelques briques comme de l'ammoniac, du méthane, qui sont fabriquées. Elle va utiliser de la lumière, l'exemple parfait étant la photosynthèse. Si vous regardez la transformation CO2 plus eau donne sucre, ce sont uniquement que des transferts d'électrons. D'accord ? Et puis, pour contrôler un petit peu toutes ces réactions, elle a aussi besoin de catalyseurs. Elle va utiliser des enzymes, elle va utiliser des roches, elle va utiliser des minéraux. Et puis, quand elle veut complexifier un petit peu tout ça, eh bien, elle va aller utiliser de l'eau pour complexifier un petit peu toute la matière première. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un espèce de paradigme. Alors, je vous parle au niveau recherche, que vous parlez ici, c'est recherche exploratoire. On est loin de l'échelle industrielle, mais c'est vraiment en train de changer. C'est de vraiment essayer d'aller revisiter les procédés et de switcher d'un système traditionnel d'activation chimique plutôt vers une activation physique. Et pourquoi on fait ça? Ben, vous l'aurez compris, on est énormément lié à l'énergie. Et en fait, on est face et on s'attend à une électrification relativement importante de la société et de l'industrie. Et quand vous regardez le prix de l'électricité ici en fonction des années, alors ça s'arrête en 2017 ici, mais c'est toujours le cas en 2027, on s'aperçoit que l'électricité d'origine renouvelable, donc solaire et éolien ici, devient aujourd'hui moins chère à produire que de l'énergie d'origine fossile. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus abondante, ça ne veut pas dire que vous allez la payer moins cher, mais au moins elle est, je dirais, produite à un coût plus faible. Alors ça, c'est intéressant parce que ça sert de catalyseur pour aller revisiter différentes technologies, d'accord ? Comme par exemple l'utilisation des micro-ondes, des ultrasons, du plasma, l'électrochimie, etc. Et tout ça, ça bouge énormément au niveau académique pour aller explorer un petit peu ces différentes technologies, pour aller retransformer de la biomasse. Alors très très rapidement, je vais vous montrer quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but, ce n'est pas ici de vous faire une conférence sur la chimie, mais juste vous montrer quand même qu'il y a des choses qui se font, là encore j'insiste, c'est au niveau du laboratoire, mais qui ouvrent quand même des champs d'exploration relativement intéressants. Par exemple, si on prend la cellulose qui est issue du bois, on peut lui faire un traitement physique
Par exemple, on peut la traiter à un champ de type plasma. Le plasma, c'est un gaz ionisé que vous allez obtenir, par exemple, en appliquant une forte différence de potentiel entre deux électrodes. Et là, sans solvant, sans catalyseur, on s'aperçoit qu'on peut commencer à modifier cette cellulose et à la transformer pour en faire des produits aujourd'hui qui peuvent être extrêmement intéressants. On peut également laisser de la place à de l'innovation. Vous avez des technologies et des procédés qui se développent, et notamment ce qu'on appelle des procédés de broyage, où on peut par exemple être capable de broyer de la cellulose issue du bois avec des catalyseurs acides pour ensuite aller en refaire derrière des détergents qui vont être utilisés dans différents domaines. Vous voyez ici qu'il y a des bilans CO2 qui sont intéressants puisqu'on peut limiter, on peut baisser par exemple des émissions de CO2 par 7 par rapport à certains procédés industriels. C'est-à-dire qu'on peut aussi réduire par 45% la réduction des effluents aqueux. Donc vous avez des startups qui se montent sur ce genre de technologie. Vous en avez énormément. Les jeunes qui arrivent dans les labos, ils sont beaucoup moins frileux que nous et se lancent très très rapidement dans le montage de startups. Donc vous avez beaucoup de startups qui émergent là-dessus. Vous avez des choses encore plus exotiques qui existent où les gens vont utiliser tout ce qui est principe de cavitation, que ce soit de la cavitation hydrodynamique, de la cavitation acoustique, pour aller récupérer l'énergie qui est contenue dans une bulle de cavitation et la transférer à un substrat pour le transformer. Et là, il y a des choses qui sont remarquables puisque vous arrivez à faire des choses qu'on n'arrive même pas à faire aujourd'hui des technologies actuelles. Donc ça suscite aujourd'hui la curiosité. Le gros verrou sur toutes ces technologies aujourd'hui, même si elles dépendent d'une source d'énergie renouvelable, c'est la consommation d'énergie. On ne peut pas se permettre d'avoir des technologies qui consomment énormément d'énergie. Les deux leviers, c'est ça, la consommation d'énergie. Et le deuxième, c'est la productivité des réacteurs, c'est-à-dire ce que je vous montre ici. C'est à l'échelle du laboratoire, on va vous parler de milligrammes, de grammes, quand lui, l'industriel, il vous raisonne en termes de tonnes. Donc il y a un effet de scale-up et de transfert, où là, il y a énormément de recherches qui ont lieu. Donc en conclusion, je voudrais prendre un petit peu plus de temps avant de terminer là-dessus. Il y a des choses qui sont importantes, des messages que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est pour les jeunes qui sont dans la salle, les jeunes ingénieurs. C'est sûr que vous, je le disais tout à l'heure, vous allez être témoin d'un changement radical de technologie et vous allez être face vraiment à des ruptures majeures en termes d'innovation. On le voit par exemple, BASF qui a annoncé un vapocracker complètement électrifié. Alors il n'y a pas que, il y en a d'autres, mais on voit que ça bouge, ce n'est pas juste une vision de l'esprit. Deux messages importants sur cette biomasse pour la chimie. Attention, un produit biosourcé n'est en aucun cas un produit durable, ou biodégradable, ou non toxique, etc., comme on veut bien parfois le faire croire. Il faut vraiment analyser tout ça. Il y a des métriques qui existent, il y a l'analyse de cycle de vie, il y en a d'autres, etc. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'aller rentrer, et peut-être pas raisonnable d'aller rentrer en compétition avec les procédés pétrosourcés, parce qu'on a un problème quand même à rentrer en compétition. Je pense qu'il est plutôt astucieux d'essayer d'aller tirer profit de la fonctionnalité chimique qui est présente dans la biomasse pour essayer d'amener des nouvelles propriétés, potentiellement des nouvelles applications. La grande question, c'est finalement quel marché pour ces molécules biosourcées. Ce qu'on sait aujourd'hui pour faire le lien avec l'approvisionnement en termes de matières premières, c'est que les success stories en chimie, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont plutôt des petits volumes. Je parle de la chimie, je ne parle pas de l'énergie. Ce sont plutôt des petits volumes, la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que vous répercutez la marge. Et si c'est une ressource agricole, c'est aussi un moyen de rémunérer aussi à un prix beaucoup plus important que lorsqu'on veut faire, par exemple, un carburant, où là, vous avez beaucoup moins de marge en termes de coût. Et puis, pendant longtemps, on a opposé pétrosourcé à biosourcé. Je pense que c'est une erreur. Il vaut mieux, au moins en chimie, opposer plutôt recyclabilité à biodégradabilité, c'est-à-dire recyclabilité pour tous les matériaux qu'on va fabriquer et qu'on ne va surtout pas vouloir qu'ils transitent dans l'environnement. Donc pour tout cela, il faut mettre en place toutes les chaînes de valeur pour aller recycler ces matériaux et les récupérer. Et puis biodégradabilité, bien pour les produits et matériaux qui, eux, sont destinés à être dispersés dans la nature, les shampoings, les pesticides, les médicaments, etc. Où là, par contre, on va plutôt aller chercher de la biodégradabilité. Et ce n'est pas parce que vous avez un produit biosourcé qu'il va être biodégradable et vice-versa. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc voilà, j'ai été un petit peu plus vite parce que je sais que j'interviens encore après, donc je voulais garder quelques diapos sous le coude. Donc merci beaucoup pour l'invitation et de votre attention. Ouais, c'est mon tour de chaud. Et bon, merci pour
Alors, une question qui va peut-être paraître un peu difficile, enfin brutale. Est-ce que ce que vous présentez, la chimie biosourcée, est compatible en opposition ou en complément de la chimie verte? Alors, je vais répondre à votre question aussi brutalement. Je veux dire, la chimie, elle n'a pas de couleur. Elle n'est pas verte, elle n'est pas blanche. En fait, elle est durable ou elle ne l'est pas. Donc, en fait, vous pouvez faire une chimie. En fait, c'est du cas par cas. C'est-à-dire, vous pouvez faire une chimie durable, finalement, avec une chimie pétro. Vous pouvez aussi le faire avec une chimie biosourcée. Il faut juste prendre les bonnes métriques. Attention, il y a parfois des biais. Pour s'assurer qu'on fait les choses dans le bon sens. Je dirais, le mot chimie verte, on l'a utilisé plein de fois et il y a un espèce en plus d'incompréhension sur le terme chimie verte parce qu'en fait, ça vient des États-Unis de Green Chemistry. Et en France, il y avait déjà une définition de la chimie verte qui était la chimie du végétal. Or, la chimie verte, c'est en aucun cas la chimie du végétal. C'est ce qu'on appelle plutôt la sustainable chemistry, c'est plutôt la chimie durable. C'est-à-dire que, et encore, la chimie verte, pour avoir discuté avec Paul Anastase, qui est l'un des artisans de ces 12 principes de la chimie verte, elle a déjà évolué parce que cette chimie verte, elle a comme centre d'intérêt la réaction, quand on regarde, alors que la chimie durable, elle a comme centre d'intérêt la planète. Donc, en fait, on n'utilise pratiquement plus le terme chimie verte, etc. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question. Ouais. Comique de répétition sur la disponibilité. Dans votre première diapo, et à juste titre, vous parlez de ce qui est produit par la photosynthèse. C'est l'échelle planétaire. Or, la France, c'est un pouillème là-dedans. Ah oui, oui. Non, mais c'est important. Ah non, mais bien sûr. Et vous dites vous-même que la biomasse, c'est très pondéreux, ça ne se déplace pas beaucoup. Donc ça veut dire que quelque part, si on focalise uniquement sur la France, en fait, les disponibilités de biomasse ne sont pas celles que vous annoncez. Et donc, les tensions, elles vont être très rapides à arriver. Et c'est pour ça que le calcul du 79 gigatonnes de biomasse, elle tient compte de la biomasse qui va être produite en Amazonie. Tout à fait. C'est dans la toundra russe. Et ça ne tient pas compte du fait d'un périmètre qui est clairement défini. Et bon, j'en ai un petit peu parlé ce matin. Très clairement, aujourd'hui, sur le territoire national métropolitain, allez, on va faire simple. Il n'y a pas beaucoup de tonnes de biomasse qui n'est pas valorisée ou tout à fait, vous avez raison. Il ne faut pas valoriser si on veut garder un équilibre. Donc on va, alors c'est rigolo parce que depuis le début de l'après-midi, on a vu, alors depuis ce matin, on a vu passer l'énergie, on a vu passer le bâtiment, on a vu passer les e-fuels et toute la série. On voit arriver la chimie. Attention, c'est pas les mêmes tonnages. Moi, je vous propose qu'on fasse tous une réunion ensemble, les quatre là, puis qu'on fasse une addition, en disant, est-ce que ça va passer? En sachant que déjà sur le secteur énergétique, et c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec vous, mais c'est bien parce qu'on aura un débat ensemble. Oui, bien sûr, au contraire. Je pense que le secteur énergétique est en train de partir sur des gros systèmes. Alors, sur des, pardon? Des gros systèmes, ouais. À partir de la biomasse. Oui. Alors ça dépend ce que vous appelez gros, hein. Évidemment, ce n'est pas des centrales nucléaires. Hein. Mais quand vous avez un système énergétique qui produit 0,2 TWh annuel avec de la biomasse, quand on commence à parler en TWh, je parle aux énergéticiens, c'est que ça commence à être assez significatif. Et c'est un peu le modèle qui est en train de se développer sur l'énergie. Donc moi, je suis assez inquiet quand même sur ces sujets-là. Alors, sur l'énergie, certes. Alors, attention, sur la chimie, on est bien d'accord, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Hein. On n'est pas du tout. Hein. Donc, par exemple, un produit cosmétique, s'il est produit à quelques 3000 tonnes par an, c'est grand. Ouais, exactement. Et c'est là où, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est là où sont les success stories aujourd'hui en chimie. Alors, quand on veut monter un petit peu en volume, alors effectivement, les chiffres que j'ai donnés, c'est à l'échelle de la planète. Vous avez tout à fait raison. Si on veut monter un petit peu en volume, qu'est-ce que font les industriels? Ils vont là où est la matière première. Bien sûr, ils ne vont pas en France, ils vont chercher du sucre, ils vont le chercher au Brésil. Donc, il y a des unités qui se développent au Brésil. Après, ensuite, pour la chimie, on voit un changement s'opérer actuellement. Alors, comment dire ça simplement? C'est-à-dire que si demain, ce que je souhaite pour la planète, il y a accès à une source
inépuisable d'énergie renouvelable, etc., la chimie demain, la chimie biosourcée, on n'entendra pratiquement plus parler. C'est-à-dire que les procédés aujourd'hui pétrochimiques sont tellement optimisés, même en termes de CO2, et on est sur des volumes, là encore, qui sont relativement faibles, bien évidemment que l'enjeu, nous, c'est l'énergie en chimie. Donc si on nous trouve une source d'énergie durable, renouvelable, à mon avis, il y aura largement assez de pétrole. Alors, il y aura sûrement des ajustements à faire, mais de manière à le faire de manière très raisonnée. Ça, c'est sûr. Et on voit aujourd'hui sur les appels à projets, d'ailleurs, avec les appels à projets qui sortent énormément sur tout ce qui est électrification, on le voit, vous avez des appels à projets qui étaient très, très ancrés, développement biomasse pour la chimie, là encore, je fais la distinction chimie-énergie, pour la chimie, et qui sont en train de tourner, parce qu'en fait, on revient sur les appels d'offres pétro, mais assistés par des énergies, cette fois-ci d'origine renouvelable. Donc je pense que dans certains domaines, la biomasse, elle va juste être là en transition, le temps qu'il y ait d'autres sources d'énergie qui se mettent en place et qui soient plus matures. Mais le sourcing est la clé, vous avez raison. Et à un moment, il faudra arbitrer, effectivement. Ouais, ouais. D'autres questions? Est-ce qu'il y a actuellement des produits grand public connus qui sont obtenus largement, je dirais, par chimie biosourcée? Alors, il y en a, ils ne sont pas connus parce que parfois ils ont des noms un petit peu barbares, etc. Bien, vous avez par exemple, lorsque vous prenez, alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme vous prenez par exemple de la détergence, vous avez des tensioactifs, donc ce qui servent en fait à nettoyer le sol. Et comme on ne nettoie pas le sol, comme on ne rince pas le sol, toutes ces molécules restent sur le sol. Donc là, on va chercher de la biodégradabilité. Vous avez des molécules qui sont faites à partir du végétal, où typiquement, on va aller coupler un sucre avec un alcool gras, par exemple, issu des huiles, et on a des tensioactifs d'origine végétale. Donc la détergence, vous en trouvez beaucoup. Vous en avez aussi, bien sûr, la cosmétique, mais je ne vais pas rentrer dans la cosmétique. Vous en avez, par exemple, dans l'automobile, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des tables, alors, essentiellement quand même les voitures un petit peu plus luxe, parce que c'est toujours une question de coût. Vous avez des tableaux de bord qui sont complètement d'origine végétale. Je crois que la personne d'avant parlait du chanvre. Le chanvre est utilisé aussi pour la construction en termes de polymères. Donc vous avez, oui, il y a beaucoup de choses. Dans les peintures, vous avez beaucoup d'adjuvants en fait, qui sont d'origine végétale. Et puis des molécules qui arrivent beaucoup sur le marché, c'est dans le domaine de la cosmétique, mais aussi dans les peintures, c'est tout ce qu'on appelle les polysaccharides, donc qui sont des polymères de sucre. Et en fait, la nature, elle a fait des systèmes très, très élaborés. Donc en fait, ce qu'on vient chercher dans ces polymères, c'est vraiment des propriétés qu'on n'arrive pas à avoir aujourd'hui, ou au moins de manière très difficile, avec des ressources fossiles. Donc vous avez alors les polysaccharides, par exemple, vous les retrouvez, c'est ce qui sert pour faire la colle à tapisserie, ça sert d'agent épaississant ou émollient dans les crèmes cosmétiques. Donc ça, c'est des produits qui arrivent en masse, bien sûr, sur le marché. Vous avez des chaussures de running qui sont complètement faits avec des polymères d'origine biosourcée. Pardon. Alors d'abord, peut-être une petite faveur, on voit énergie partout renouvelable, si on pouvait mettre renouvelable ou nucléaire. Oui. Le CNRS a une réputation assez anti-nucléaire, donc ça vient de rétablir un petit peu. Par rapport au greenwashing, les quantités sont très faibles. Toujours, je reviens sur le coût de la tonne de CO2 évitée. Quand est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir et quand est-ce que c'est des quantités de CO2 évitées très très faibles? Il y a peut-être des différences qui apparaissent pas là, parce que l'aspect économique, finalement, on a quelques coûts. C'est compliqué de répondre avec précision à cette question parce que c'est pratiquement du cas par cas. Ça dépend du produit, ça dépend même pour la même biomasse, quel type de sourcing. Ça dépend énormément du procédé qu'on va utiliser. Généralement, ce qui est fait, c'est ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie complètes, hein, de la ferme, si c'est un déchet agricole, jusqu'à la fin de vie. Donc c'est un petit peu le juge de paix, l'analyse de cycle de vie, pour dire finalement, oui, on a un bilan positif en termes de CO2 ou non. Mais en même temps, quand je vous dis ça, il y a aussi des biais dans les analyses de cycle de vie qu'il faut aussi prendre en compte. Donc ce n'est pas toujours évident de trancher, mais quand on voit qu'il y a un apport suffisamment, alors je ne sais pas où vous mettre le curseur si vous voulez, mais si on voit qu'on peut éviter de libérer plus de CO2 que ce qu'on fait actuellement, oui, là ça fait sens de commencer à substituer. Mais bien sûr, derrière, oui, vous faites le geste, il peut y avoir un surcoût qui fait que ça peut coûter plus cher. Donc on a eu le cas, nous par exemple, on avait travaillé
avec une société où on avait travaillé sur la synthèse de polymères pour Apple, pour changer des polymères dans l'électronique, dans les iPhones. Et on avait développé, la commande était claire, c'est-à-dire qu'ils voulaient le même polymère qui était fait aujourd'hui pétrosourcé, il fallait le faire à partir du biosourcé. Donc nous, on avait travaillé à l'industriel pour faire ce polymère à partir de résidus de sucre. Ça fonctionnait. Les analyses de cycle de vie montraient que finalement, il y avait un gain qui était quand même plus intéressant en termes environnementaux, mais économiquement, c'était un petit peu plus cher. Ce n'était pas non plus délirant, mais c'était plus cher. Donc là, la balle, je dirais, elle est dans le camp de l'industriel. Est-ce que je mets un produit plus cher sur le marché en me disant le consommateur, il va se dire quand même, finalement, j'ai une empreinte CO2 plus chère, est-ce qu'il est prêt à payer plus cher ou pas? Après, c'est question de marché, là, ça dépasse mes compétences. Après. Merci. Ah, j'allais dire, sauf s'il y a une dernière question. J'ai cru comprendre que vous avez évoqué les recherches qui restent à faire, les nombreuses recherches. Pour un chercheur, c'est normal d'y penser. Mais est-ce qu'on peut définir quelques pistes fortes de recherche déjà connues ou pas? Et quel est votre avis sur la durée pour atteindre des résultats sensiblement plus importants que maintenant? Alors, les recherches, là où ça met beaucoup le paquet, c'est concentré. C'est-à-dire qu'un industriel de la chimie, alors par exemple, on peut faire du sucre par voie fermentaire, mais c'est majoritairement de l'eau. D'accord ? Le chimiste, il veut du sucre, il veut acheter du sucre et il ne veut pas acheter 80 ou 90% d'eau. Donc là, il y a un enjeu très clair, c'est d'être capable de fournir à un industriel soit du sucre raffiné, soit à minima des sirops de sucre qui soient très concentrés. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça se développe beaucoup sur tout ce qui est conception de catalyseurs, de manière à convertir ces sucres de manière plus efficace, de manière plus propre. Vous avez également énormément de travaux pour essayer, je dirais, de repenser aussi parfois les réacteurs chimiques de manière à qu'ils dépensent beaucoup moins d'énergie que ce qu'ils dépensent actuellement. Et puis, de manière plus exploratoire, là, les champs que je vous ai montrés, repenser les modes d'activation. Là, il y a énormément d'argent qui est investi en ce moment là-dessus. Ouais. Alors, j'en oublie sûrement, mais c'est ceux qui me reviennent comme ça. Oui, ça marche. On va arrêter là. Merci beaucoup. Ah. Alors, il y a la fin de la question, la deuxième partie de la question, il y a deux parties de la question. C'était quoi, pardon, la deuxième partie? La perspective. Ah, le temps. Le temps, oui. Le temps, ça c'est difficile de prédire, mais on estime... Alors, je vais vous donner une fourchette. Quand j'avais discuté, j'avais posé la question en discutant avec des industriels. Il faut à peu près, entre le moment où vous allez avoir une idée qui va germer dans un laboratoire, il y a, alors si ça va vite, c'est une dizaine d'années, mais franchement, il faut au moins compter 20-25 ans. Hein. La pétrochimie, elle s'est développée sur une centaine d'années. Hein. Donc, je n'ai pas les graphes, là je pourrais vous les montrer, mais on voit bien en fait qu'au départ on était basé sur le charbon, puis après il n'y avait pas assez, on a mis le pétrole, puis après il y avait le gaz, donc on n'a pas fait de transition, en fait on a rajouté des ressources, mais tout ça, ça a pris énormément de temps à se développer. C'est une chimie plus facile. Disons qu'à partir du moment où vous passez du pétrole, du gaz au charbon, c'est toujours du carbone et de l'hydrogène, on arrive à maîtriser ça. À partir du moment où vous commencez à rajouter de l'oxygène, de l'azote, là, les catalyseurs, les procédés, ils sont beaucoup moins adaptés pour ça. C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, en fait, les premiers travaux les plus importants qui ont eu lieu, c'était sur les huiles. Parce que les huiles, on a majoritairement du carbone et de l'hydrogène. Le problème, c'est qu'on les mange aussi, les huiles. Donc les chercheurs ont du travail sur le temps. Ah, j'ai plein de boulot. Moi, mon salaire, il est assuré pendant un bout de temps. Merci beaucoup. Il faut vous applaudir. Merci.